Ah oui, c'est Nabal. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour les premiers arrivants. Normalement, vous devriez bien m'entendre, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bonjour à tous. Bon, c'est normal, il y a un petit décalage entre le moment où on vous parle et la redistribution en direct, mais normalement, vous devriez bien nous entendre. Super. On va attendre quelques minutes pour commencer ce live, histoire qu'il y ait les premiers participants qui arrivent. Il y avait eu à peu près 90 personnes inscrites. Bonjour Damien. Bon, c'est une première pour moi d'être de l'autre côté de l'écran, donc c'est une bonne expérience. Ça va être cool. Merci à tous ceux qui sont présents. Yes. Non, mais j'étais assez content quand même. Voilà, 90 personnes inscrites, c'est assez sympa. Là, on attend. Super Maëva, merci pour le retour. Bon, on commence dans 1 ou 2 minutes, hein, c'est normal, histoire que tout le monde arrive dans le live. Si vous avez des collègues qui peuvent être intéressés par ces sujets-là et qui sont dans votre pièce, n'hésitez pas à leur dire d'assister aussi à ce live. Ça peut être super enrichissant pour pas mal de personnes, je pense. Bonjour Isabelle. Bon, on commence dans 1 minute ou 2. Hop, bon. Merci à tous ceux qui sont déjà présents. Je pense qu'on va en accueillir au fil du live, c'est normal. Bienvenue à tous sur ce live mensuel Intersection. Donc, on accueille un de nos partenaires qui est Léandre de la société Théo. Et l'idée, c'est qu'on va discuter pendant une petite heure du lien entre RSE et performance énergétique. Donc, comment allier impact environnemental et économie concrète. Donc, c'est parti pour ce live. On va commencer déjà par vous demander un peu qui vous êtes avant de nous présenter, que vous sachiez qui on est. On est assez curieux de savoir qui êtes-vous. Est-ce que vous êtes des responsables RSE d'entreprise, des dirigeants, des étudiants, des consultants ou autres d'ailleurs? Dites-le nous en commentaire. Ça nous permettra aussi d'axer sur des éléments plus adaptés à votre profil. Donc, on vous laisse là la main pour nous dire un peu en commentaire quel type de profil d'auditeur vous êtes aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous étiez sur le dernier live
intersection. On peut voir qui sont les habitués Ouais. et les récurrents, c'est toujours sympa. Ouais, on a fait un live il y a un petit mois avec Morgane, hein, Morgane Jacquet. C'était sur le lien, pour le coup, là, entre RSE et QHSE. Et j'en vois déjà quelques inscrits qui étaient là le mois dernier. Donc, n'hésitez pas à nous dire déjà votre profil un peu, comment vous vous situez par rapport au profil. Est-ce que vous êtes consultant, dirigeant, etc. Et est-ce que vous étiez là au dernier live? Donc, je vois qu'il y a des CEO, COO, des consultants, responsables RSE. Super, ça pourra donner des clés à pas mal de corps de métier. Vous verrez que le live est focus forcément sur un métier en particulier. C'est vraiment quelque chose d'assez généraliste et qui pourra vous servir à tous. Bonjour Christophe. Ça marche. Bah, merci pour vos premières réponses. On va enchaîner sur une petite présentation déjà de Léandre, si tu veux bien te présenter. Pas de souci. Donc moi, je suis consultant RSE et plus particulièrement, j'ai une spécialité sur la décarbonation et l'énergie. Donc ça, c'est dû à l'entreprise pour laquelle je travaille qui s'appelle Théo, qui est une entreprise initialement réunionnaise, et donc qui a développé des agences en France métropolitaine aussi. Donc moi, je suis basé à Bordeaux. Et en fait, initialement, Théo est éditeur de logiciels. Donc elle a un logiciel de suivi, de management de l'énergie qu'on appelle AMCO. Et en fait, avec ce logiciel, on a été amené à accompagner sur la norme ISO 50001. Et au fur et à mesure, avec les demandes clients, les réglementations qui ont aussi évolué, on s'est ouvert au milieu de l'énergie, plus particulièrement de la décarbonation. Et là, ça fait quelques années qu'on s'ouvre aussi à la RSE et avec des accompagnements RSE assez globaux et en collaboration avec l'outil Intersection et Intersection de manière générale, dont Pablo. Vous verrez, j'aurai l'occasion de parler un peu plus de Théo, de nos solutions plus tard, donc je vais pas épiloguer dessus. Et n'hésitez pas à m'ajouter aussi sur LinkedIn. J'essaie une fois par semaine de créer du contenu orienté énergie, carbone. L'objectif, c'est de donner vraiment des actions hyper concrètes, actionnables, que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise pour faire des économies sur votre énergie, de diminuer vos émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, n'hésitez pas. Super. Et oui, Théo, partenaire d'Intersection. Et pour ceux qui découvrent Intersection peut-être, nous, on propose une solution de pilotage et de reporting RSE à destination des entreprises. Donc, on aide Théo aussi dans sa démarche interne, mais aussi pour ses missions de conseil qui sont en partie assurées avec notre outil, puisque c'est assez pratique de les utiliser en mission auprès d'entreprises, que ce soit pour un consultant ou pour un responsable RSE ou quelqu'un qui gère les RSE dans une entreprise. Donc j'en profite pour me présenter. Donc Pablo Maria, je suis un des cofondateurs d'Intersection. Je suis aussi actuellement doctorant-chercheur en sciences de gestion sur le sujet des sociétés à mission et de la RSE de manière plus globale. Donc je m'intéresse au sujet de gouvernance, de sociétés à mission. Voilà, donc essayer de trouver des modèles un peu alternatifs qui sortent du cadre de la RSE pure et dure. Donc, pour aussi revenir sur Intersection, donc j'ai mis là solution RSE, QHSE, bilan carbone, qui permet aussi de faire son reporting CSRD. L'idée, c'est qu'on va faire du lien entre toutes les démarches liées à la durabilité pour vous aider à gagner du temps et à capitaliser sur l'existant. Pas avoir à réinventer à la roue à chaque fois et pour pouvoir piloter vos actions, vos indicateurs en mode collaboratif, donc avec des départements d'entreprise différents ou des personnes différentes dans l'entreprise. Il n'y a pas forcément toujours des départements, surtout dans les TPE-PME. Donc voilà, je suis aussi animateur de la communauté Intersection. On a plus, voilà, il y a marqué 30, mais aujourd'hui, on est plus de 40 experts et cabinets de conseil qui utilisent la solution auprès d'entreprises. Donc ça commence déjà à faire un bon bout de la communauté. Et ce live est animé avec un de nos partenaires, Théo, qui est membre de la communauté Intersection. Je crée également du contenu LinkedIn assez régulièrement. Bon, c'est pas toujours
facile de tenir la rigueur, tu sais ce que c'est aussi, Léandre. Mmh. Moi, c'est plutôt, voilà, réaction à l'actualité sur des normes de durabilité, sur, tout ce qui concerne les RSE de manière globale, sur la société à mission aussi. Je partage également, quelques éléments de recherche sur lesquels je travaille, donc j'en ai pour 3 ans de thèse, donc j'aurai pas mal de contenu à partager et je fais aussi un peu de veille, réglementaire, veille sectorielle sur des sujets de RSE, mais pas que. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre, mais à mon avis, pour la majorité des personnes qui sont présentes aujourd'hui, vous devriez me suivre parce que vous avez accédé au live via mon profil. Donc voilà pour, les présentations. On enchaîne sur, le sommaire. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Ça va être assez dense, mais on va quand même vous faire intervenir à quelques moments. La première partie, c'est qu'on va un peu définir ce que c'est le management de l'énergie. Donc Léandre, je vais te laisser la parole à ce moment-là. Ensuite, on va faire le lien concret entre le stratégie RSE et stratégie énergie et vous verrez pourquoi on parle de ça avec un angle stratégique et pas seulement en mode démarche énergie ou démarche RSE. C'est parce qu'il y a vraiment un angle, voilà, où vous pouvez, relier la stratégie de l'entreprise à ce type de démarche. Le troisième point sur tous les aspects réglementaires liés à l'énergie et comment aussi Théo, donc dans le quatrième point, peut vous aider, à, avancer sur votre démarche énergétique, à faire des économies d'énergie et à faire ce fameux lien entre RSE et performance énergétique. La 5e partie, celle qui va beaucoup vous intéresser, j'imagine, c'est l'ensemble, on va balayer l'ensemble des moyens de financement de démarches, d'économie d'énergie. Il y en a beaucoup, surtout en France. Donc, Léandre est assez spécialiste du sujet, il va pouvoir vous faire un brief là-dessus. Et ensuite, on va discuter de retour d'expérience client Théo, où Léandre va nous partager des actions concrètes et actionnables que vous-même, vous pourriez appliquer chez vos clients ou dans votre entreprise en interne. L'idée, c'est qu'à la fin, comme tous les lives intersections, il y a une surprise qui vous attend. Donc évidemment, ça nous permet aussi de vous tenir en haleine et que vous restiez jusqu'à la fin. Ça dure encore 3/4 d'heure là, c'est pas très long, mais qu'on ait un maximum de participation et que à la fin, vous verrez, Théo a une petite surprise à vous annoncer et généralement, ces surprises plaisent pas mal. Donc n'hésitez pas à participer et à rester jusqu'à la fin parce que la surprise est seulement pour les personnes qui ont tenu l'heure de live. Donc voilà pour ce sommaire, donc de quoi on va discuter aujourd'hui. On va commencer sur la première partie, sur des éléments de définition déjà, avant d'enchaîner. Donc, de quoi on parle? Qu'est-ce que le management de l'énergie? Et là, je laisse la parole à Léandre, qui est spécialiste du sujet. Ouais. Alors, qu'est-ce que le management de l'énergie? En fait, ça va être quelque chose que vous allez retrouver aussi pas mal j'imagine, dans vos métiers, si vous êtes QHSE, si vous êtes dirigeant ou même consultant RSE. C'est un système, donc c'est un outil qu'on va utiliser pour optimiser notre consommation d'énergie. Donc nous, on aime bien le définir par une petite phrase chez Théo, c'est garder le cap vers l'excellence énergétique. Donc le CAP, c'est les initiales pour collecter, analyser et progresser. Pour ceux qui connaissent la route Deming ou le PDCA, Plan Do Check Act, c'est vraiment le même principe. On va commencer par collecter de la donnée. Donc dans le cas de l'énergie, on va pouvoir collecter des factures, on va pouvoir suivre via des outils votre consommation d'énergie en détail. Avec des outils assez intéressants, on peut par exemple avoir un détail de suivre votre consommation électrique par un pas de temps 5 minutes. Donc voilà, on peut vraiment rentrer dans le détail sur quand a été activée telle machine, quand a été allumé tel truc. Enfin, voilà, on est vraiment sur du suivi assez fin. Ensuite, il faut aussi faire un inventaire des usages et des équipements. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre ce qu'on voit sur nos graphiques et en fait ce qu'il y a réellement dans votre entreprise. Et le dernier point qu'on ne pense pas forcément sur l'étape de collecte, c'est de regarder la mobilisation des équipes et quelles sont les pratiques sur le terrain. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, dans l'optimisation des consommations énergétiques, on ne va pas seulement avoir tout ce qui est technique, matériel, mais c'est aussi ce que font vos employés. Par exemple, si quelqu'un a décidé, en rentrant dans son bureau, de mettre le chauffage à 30 degrés, il va le faire. Et là, il faut aussi étudier ces pratiques-là pour pouvoir ensuite analyser et progresser sur ces enjeux. Donc sur la partie analysée, là, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a collecté les données, il va falloir regarder en détail vos consommations.
on peut suivre des historiques, se référer à des références ou des ratios qui sont définis dans la littérature, par exemple. Et on va voilà, comparer par rapport aux années précédentes, toujours en faisant un lien aussi avec le climat. Par exemple, si on prend l'exemple du chauffage, la consommation de chauffage, elle va forcément varier en fonction du climat, de la météo qu'il y a chez vous. Donc, c'est à nous de faire des ratios intéressants pour pouvoir suivre cette consommation et qu'elle soit comparable d'année en année. Ensuite, on va essayer d'identifier les dérives, les anomalies et les gaspillages. Donc ça, c'est bien sûr dans l'optique de mettre en place une action derrière et de pouvoir progresser. Et il faut aussi voir par cette analyse quelles sont les opportunités qu'on peut avoir, mais aussi quels sont les risques pour essayer de saisir les opportunités et d'essayer de diminuer les risques aussi liés à cette consommation d'énergie. Et le dernier point, c'est progresser. Donc là, c'est ce qu'on va discuter aussi dans les dernières étapes, c'est quelles sont les actions qu'on peut mettre en place au sein de notre entreprise. Donc le plan d'action, il va falloir le prioriser. Nous, ce qu'on préconise, c'est de suivre la démarche no cost, low cost investissement. Donc on va commencer par prioriser ce qui ne nous coûte rien. Donc je vous donnerai des actions par la suite de choses qui ne coûtent rien. Ensuite, le low cost, c'est des actions qui vont avoir un certain coût, mais qui va être rentabilisé assez rapidement et qui vont pas forcément casser le budget de votre entreprise. Et le dernier point, c'est les investissements. Par exemple, pour de l'énergie, ça va être des travaux de rénovation du bâtiment. Voilà, ça peut être des installations de panneaux solaires. Ça peut être ces choses-là. Et d'en progresser, il faut aussi avoir un suivi régulier et impliquer aussi les parties prenantes. C'est ce qu'on va faire dans une démarche RSE de manière générale, mais il ne faut pas rester buté à regarder que dans un sens. Il faut aussi avoir l'avis des autres parce que chacun a sa vision et son aspect du management de l'énergie. Et donc, d'en progresser, on va aussi intégrer tout ce qui est sensibilisation des parties prenantes, montée en compétences des équipes. Et du coup, la boucle, comme la roue de Deming, c'est une boucle continue. Donc, pour faire de l'amélioration continue, on va repasser sur de la collecte, de l'analyse et de la progression. Donc, voilà, c'est un système de management qu'il faut entretenir. Donc, il faut y mettre aussi des ressources humaines. Ça peut être des ressources financières, même si c'est pas obligatoire. Et donc, c'est comme ça qu'on gère le management de l'énergie. Mais c'est quelque chose qu'on va gérer comme une démarche RSE de manière générale. C'est ce dont on va vous parler juste après, c'est qu'il y a plein de liens en fait entre l'énergie et la RSE et qu'il ne faut pas les prendre comme deux sujets distincts. Merci Pablo pour le tournage de slide. Donc là, l'objectif de cette slide, c'est de vous montrer pourquoi le management de l'énergie, ça peut être une première porte d'entrée dans une démarche RSE. Déjà, c'est mesurable et c'est immédiat. C'est vrai qu'une démarche RSE, c'est assez flou si on n'est pas vraiment sensibilisé à ce sujet et si on n'a pas eu de montée en compétences sur les différentes thématiques. L'énergie, on l'a chez nous, on l'a un petit peu partout. C'est mesurable. On sait qu'à la fin du mois, on va payer tant de kilowattheures, tant de factures. Et si on fait des actions sur ce sujet-là, c'est aussi immédiat. Si tous les jours, vous vous mettez à couper votre chauffage à 18, 19 heures, une fois que plus personne n'est au bureau, vous allez voir hyper rapidement le retour sur ces actions-là. Ça fait le lien avec le deuxième point, c'est que c'est un super levier pour avoir un retour sur investissement court et qui peut être aussi très intéressant. Les actions énergétiques, de manière générale, c'est assez rentable. Oui. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, voilà, ça ne demande pas d'investissement particulier, mais juste en ayant eu une analyse assez fine sur vos habitudes, sur vos consommations, on peut en fait enlever quasiment un tiers de vos consommations. Si on fait tourner, par exemple, le chauffage toute la journée, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de chauffer le soir et que le lendemain matin, la température n'est pas redescendue trop basse. Voilà, on a déjà enlevé un tiers de la journée en chauffage. Ça peut être des exemples dans ce style.
Ensuite, bien sûr, ça va structurer la démarche RSE globale. Comme on vous l'a montré sur la slide d'avant, en fait, c'est un processus d'amélioration continue. Et ça, on va l'avoir exactement de la même façon sur une démarche RSE. Une partie diagnostic, ensuite il y a une partie plan d'action, suivi des indicateurs. Voilà, c'est quelque chose qui nous donne une démarche d'amélioration continue, un système qui est efficace, qui fonctionne, qui a déjà été éprouvé dans plein d'entreprises différentes, plein de clients qu'on a pu accompagner, autant Pablo que moi. Donc voilà, ça nous donne une structure vraiment carrée et sur laquelle on a confiance quand on travaille dessus au jour le jour. Et le dernier point, c'est que ça crée du dialogue entre les métiers. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que de la collecte technique de consommation, d'équipement, etc. En fait, les parties prenantes, c'est vraiment un point essentiel d'une démarche de management de l'énergie et aussi d'une démarche RSE. Parce que voilà, on est dépendant aussi des habitudes de certaines personnes. Il faut comprendre pourquoi cette personne met le chauffage à 30 degrés. Peut-être qu'on a des voisins qui laissent les portes, les fenêtres ouvertes en continu, il y a des courants d'air. Voilà, c'est quelque chose où l'humain est très important et où il faut prendre en compte vraiment tous les scopes lors du diagnostic. Donc, ouais, on peut passer. Est-ce que tu veux la faire, celle-là, Pablo, ou Ouais, ça fait un bon lien avec ce que tu disais, Léandre. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, c'est vrai que quand je fais moi-même des accompagnements RSE en entreprise, et en fait, d'aborder le sujet, ça dépend à qui on parle, mais typiquement, quand on parle à des dirigeants, une des attentes qu'ils ont quand même de leur démarche RSE, même si c'est pas la seule, heureusement, c'est d'avoir un retour d'investissement rapide. Et pour le coup, avec le management énergétique, c'est une des premières actions généralement qu'on met en place. C'est assez simple, entre guillemets, parce que c'est très concret, c'est tangible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parlait de bonne porte d'entrée. Et moi, vraiment concrètement, je le parcours dans tous mes accompagnements. Toujours une dimension énergétique. Par contre, le seul bémol que je dirais, ou pas bémol, mais le point d'attention à avoir là-dessus, c'est de ne pas réduire la démarche RSE à une démarche environnementale, donc sur son aspect environnemental, ou à une démarche d'économie d'énergie. Ce qui peut arriver, que j'ai déjà rencontré, une structuration de démarche RSE qui se fait seulement à travers cet angle-là, du coup qui est extrêmement limitante et qui réduit la RSE à son aspect environnemental et encore pire à son aspect énergétique, qui est encore un des sous-aspects de l'environnement. Donc voilà, c'est seulement un des points de vigilance quand même, et pour en avoir discuté avec Théo, je sais qu'avec Léandre, chez Théo, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel ils sensibilisent aussi leurs clients. Donc voilà, c'est un petit point d'attention aussi sur ce lien entre RSE et performance énergétique. Ça permet aussi d'étendre le sujet et pas de le rattacher à son enjeu environnemental. Alors, aussi sur ma propre expérience de consultant et à travers les cas d'utilisation intersection donc, au sein d'entreprise, on voit que de relier les deux, de mutualiser le pilotage RSE énergétique, c'est vraiment quelque chose d'assez bénéfique. Et comme je vous disais, l'énergie peut être un pilier environnemental de la RSE, mais ne doit pas être le seul. Mais en tout cas, c'est une bonne manière de définir des actions et de le suivre dans le temps. C'est un premier pan d'amélioration. Imaginons que vous commencez une démarche RSE en entreprise. Si vous estimez que c'est un enjeu matériel, donc important pour votre entreprise, c'est assez simple de mettre en place un plan d'action sur ce sujet-là, mais aussi de le mutualiser avec d'autres types d'actions. Par exemple, si vous agissez sur l'enjeu climat, votre stratégie climat, votre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut aussi être reliée, peut passer par des actions de diminution, par des actions d'économie d'énergie. Donc là, aucun intérêt de scinder les deux plans d'action, mais plutôt de les mutualiser pour montrer concrètement comment l'économie d'énergie peut bénéficier à la stratégie climat de l'entreprise et donc faire baisser vos émissions de gaz à effet de serre sur vos différents scopes. Et là, pour le coup, on arrête de scinder les deux sujets. Par exemple, pareil, hein, si vous travaillez en interne dans votre démarche RSE sur de la sensibilisation à la RSE ou à l'environnement, impliquer les collaborateurs sur des sujets de performance énergétique, ça permet de leur faire mettre un pied dans la RSE sur des sujets très tangibles sur lesquels ils peuvent vraiment agir dans leur quotidien. Donc voilà, il y a plein de manières de mutualiser les choses. En tout cas,
La chose à retenir, c'est de mutualiser dans le plan d'action et aussi dans la mise en place des indicateurs, qui est le troisième point de cette page-là, qui est que quand vous mettez en place pareil des actions d'économie d'énergie, essayez d'aussi voir, en faisant un bilan carbone, quel impact ça a sur vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ne pas différencier votre pilotage énergétique de votre stratégie climat. C'est un exemple de lien. Il y en a plein d'autres à faire, évidemment. Donc, en gros, ne pas rattacher les économies d'énergie à un sujet vraiment distinct. Les objectifs cibles, c'est pareil. Quand vous mettez en place des indicateurs, vous vous dites, aujourd'hui, on en est là. Où est-ce qu'on voudrait aller à 1 an, 2 ans, 3 ans? Et cette définition d'objectifs d'économie d'énergie est à corréler avec d'autres enjeux de la RSE. Et c'est très utile de le faire pour ancrer la démarche dans du concret et pour voir l'impact des économies d'énergie sur d'autres aspects, sur la culture d'entreprise qui va être plus en lien avec des valeurs de RSE, sur l'implication des équipes sur le sujet des économies d'énergie, sur la responsabilisation des personnes, mais aussi de l'entreprise. Ce n'est pas seulement aux salariés, c'est aussi à la direction de prendre le leadership là-dessus et de dire, voilà, aujourd'hui on en est là, on a envie de réduire et de mettre en place des objectifs de réduction de notre consommation. Ça va passer par telle ou telle action qui est à relier avec d'autres objectifs de définition d'objectifs. Pareil pour les modes de prise de décision, c'est-à-dire que la gouvernance de la performance énergétique, quand je dis gouvernance, c'est quand est-ce qu'on se rassemble pour parler de ça, comment on fait le suivi, comment on surveille que les objectifs sont atteints. Ça, c'est pareil. Quand vous mettez en place une démarche RSE bien faite, parce qu'il y a beaucoup de démarches RSE qui ne prennent pas en compte cet aspect amélioration continue et vérification des objectifs et de l'utilité de la démarche, mais quand c'est bien fait, votre démarche RSE, vous avez déjà des comités de suivi, des points hebdo, des points mensuels. C'est aussi l'occasion d'aborder les sujets énergétiques. Parce que là, pour le coup aussi, vous avez des chiffres concrets à montrer aux équipes. Et donc, c'est très parlant, c'est beaucoup plus utile pour impliquer les personnes. L'allocation des ressources, ça reprend la même logique. Quand vous définissez un plan d'action, il faut y mettre du temps, il faut mettre des ressources aussi financières ou matérielles, des ressources en termes de compétences. Donc, c'est quelque chose à réfléchir en même temps que vos enjeux RSE globaux. Donc, voilà, c'est pas mal de sujets que vous pouvez mutualiser. Il doit y en avoir d'autres. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous avez d'autres exemples de mutualisation d'enjeux entre le pilotage RSE et le pilotage énergétique. Il doit y en avoir d'autres. On n'a pas encore la science à fuse et on a un temps qui est assez limité. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire comment vous vous êtes approprié ce sujet et si oui, comment vous l'avez relié avec votre démarche RSE. Donc voilà, je te laisse enchaîner, Léandre, sur les bénéfices possibles. On essaie d'alterner pas mal les slides, les prises de parole pour pas que ce soit trop réverbatif pour vous. Pas de souci. Donc ça va recouper dans l'ensemble plein de bénéfices qu'on a déjà cités. Le premier qui est assez important et qui intéresse par exemple les dirigeants quand ils lancent une stratégie RSE, ça va être le gain financier. Donc bien sûr, le management de l'énergie, c'est du concret. On arrive à diminuer sa consommation d'énergie. Donc ça implique une diminution du coût dépensé par l'entreprise d'un point de vue énergétique. Donc ça, c'est primordial. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir aussi se libérer du temps, de l'argent pour d'autres sujets en lien avec les RSE. Pourquoi on disait que c'était une porte d'entrée assez intéressante? Parce que ça permet de gagner de l'argent, diminuer les charges et donc de pouvoir réattribuer ce budget, cette enveloppe, une démarche RSE de manière plus globale qui ne va pas seulement compter l'enjeu environnemental, mais aussi tout ce qui est social et d'autres enjeux qu'on pourrait retrouver. D'un autre côté, c'est le gain de temps. Le fait de mettre en place un système, c'est vraiment pour que ce soit structuré, qu'on gagne du temps et qu'on ne se perde pas en fait à vouloir lancer 20 000 actions en même temps, qu'on ne suive aucun indicateur et qu'au final, il n'y ait pas d'économie derrière. Voilà. C'est pour ça que selon la typologie de l'entreprise, la structure, la taille de l'entreprise, on va pouvoir mettre en place un système plus ou moins structuré, plus ou moins important, mais c'est important d'avoir quand même quelque chose de structuré. Donc ça va faire forcément un maximum d'impact parce que ça donne
ça fait gagner du temps, ça peut faire gagner du confort de vie aussi aux employés, ça fait gagner de l'argent. On est vraiment sur quelque chose de très global qui va impliquer les parties prenantes et ce qui fait que on n'est pas sur un sujet de niche lié à la RSE. L'énergie, ça touche vraiment tout le monde et tous les corps de métier. Pourquoi plus de clarté pour les équipes? C'est parce que comme c'est quelque chose de mesurable, l'énergie, c'est quelque chose que les parties prenantes de tout ordre, de tout niveau vont pouvoir bien comprendre le sujet. Quand on va leur donner des chiffres, c'est des chiffres voilà, qu'ils auront aussi chez eux. Donc c'est quelque chose qui va éclairer les parties prenantes. Donc ça va ensuite pouvoir guider ces parties prenantes sur quand une démarche RSE plus globale sera mise en place au sein de l'entreprise, les personnes vont un peu mieux comprendre le cheminement, la collecte de données, le plan d'action, la roue qui permet de faire de l'amélioration continue. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vraiment orienter les différentes parties prenantes vers qu'est-ce qu'un système de management et quel est le lien en fait entre énergie et RSE. Bien sûr, on va aussi réduire notre empreinte carbone parce que même si en France, l'énergie est décarbonée, pas l'énergie, l'électricité, excusez-moi, c'est justement là qu'on peut faire des grands gains d'émissions carbone, c'est que l'électricité est faite à majorité en nucléaire en France, donc on va avoir un impact carbone qui est moindre. Mais par contre, en fait, dans le système de management de l'énergie, on va avoir aussi le carburant, on va avoir le gaz, on peut avoir n'importe quelle énergie qui est suivie. Donc là, ça va être vraiment intéressant aussi, si on est dans une démarche de réduction de l'empreinte carbone, de peut-être mettre en priorité des actions qui sont en lien avec le carburant, type ça peut être de l'éco-conduite, de la formation des collaborateurs à l'éco-conduite. Sur du gaz, ça peut être passer sur du gaz peut-être moins impactant. Bon, voilà, on a plein d'options possibles. Le point suivant, c'est la conformité réglementaire. Là, on va faire un passage dessus dans les slides suivantes, donc je ne vais pas épiloguer, mais la plupart des réglementations en lien avec l'environnement sur des PME, TPE, c'est beaucoup en lien avec l'énergie, parce que c'est dans une démarche globale française. Ça peut être via des stratégies diverses. Et ce qui va faire que voilà, ces entreprises-là, qui n'ont pas forcément toujours beaucoup de moyens et beaucoup de temps et de ressources à mettre dans ces sujets-là, ils vont quand même être confrontés à certaines réglementations. Et quand on reprend les différents points d'avant, forcément, se lancer dans une démarche, ça va augmenter notre compétitivité. On va pouvoir réduire certains coûts, on va pouvoir voilà, comparer, par exemple, sur une qualité de vie de travail, on va pouvoir augmenter cette qualité et donc peut-être réussir à retenir les candidats, les employés plus facilement que sur d'autres entreprises. On peut le voir vraiment de plein d'aspects différents, mais là, c'est des points qu'on a pu mettre en avant et réfléchir avec Pablo et qu'on trouvait intéressant de vous présenter. Totalement, et j'enchaîne du coup sur, peut-être que vous vous demandiez tout à l'heure, d'autres sujets à mutualiser, hein. Je vous ai, hop, je vous affiche ça d'ailleurs. Si vous avez d'autres exemples de mutualisation RSE, performance énergétique, n'hésitez pas à nous le dire. Et ça, c'en est un autre, c'est, réaliser un tableau de bord commun entre la performance énergétique et la RSE. Donc c'est quelque chose qu'on propose notamment dans le logiciel Intersection, mais vous pouvez le faire évidemment vous, en interne avec des fichiers Excel ou dans vos tableaux de bord de suivi globaux. C'est par exemple de mutualiser certains types de reporting, certains référentiels. Ici, on voit un lien entre la CSRD et l'ISO 50001. On a pris les data points exigés par la CSRD et ce qui pourrait être demandé aussi par une certification ISO 50001. Finalement, c'est les deux mêmes sujets. Quand on met en place une démarche de reporting CSRD, ça veut dire qu'en amont, on a bossé sur sa démarche RSE globale. Donc là, on voit vraiment le lien entre deux référentiels. C'est la même chose, par exemple, avec EcoVadis, avec Lucie 26000. On voit ici que l'indicateur consommation de gaz, c'est un indicateur de performance énergétique que vous pouvez suivre et mettre en place des objectifs de suivi.
Et c'est aussi un indicateur qui peut être utilisé dans différents cadres, dans le cadre d'une certification ISO 50001, dans le cadre d'une notation EcoVadis quand vous allez répondre à un questionnaire, ou dans le plan d'action 13, minimiser les consommations de ressources dans l'UCI 26000. Je pourrais multiplier les exemples de liens entre des référentiels, mais en tout cas, quand Léandre vous disait au tout début qu'il y avait des bénéfices sur la clarté, et ben là, clairement, quand vous allez mettre en place une démarche RSE alliée avec une démarche de performance énergétique, ça va être plus clair pour les équipes. Ils vont pas se dire, ah là, on bosse sur l'énergie, ensuite, il faut bosser sur le sujet de la RSE. Donc, ça rend les choses plus simples à piloter, notamment quand vous avez des tableaux de bord d'indicateurs mutualisés. Voilà, ça c'était pour un peu compléter avec un exemple de mutualisation. Encore une fois, comme le bandeau l'explique, n'hésitez pas à nous dire. Là, je voyais il y a pas mal de retours en commentaire sur ce live. N'hésitez pas à nous dire si vous avez même des cas d'usage que vous avez rencontrés chez vos clients ou dans votre entreprise en interne. Dites-le nous, on est assez curieux de savoir. Si je peux rebondir sur ta slide, pour vous donner ce petit point culture, on va dire, l'ISO 50001, c'est une des seules normes qui demande en fait d'avoir des résultats. C'est-à-dire que dans notre démarche, on va se fixer des objectifs et on va devoir les tenir. Et si ce n'est pas le cas, on va devoir justifier de pourquoi on n'a pas réussi à atteindre ces objectifs. Donc, c'est hyper intéressant de mettre en place cette démarche parce que c'est pas juste, voilà, on répond aux critères, on a un audit et voilà, on est conforme. Non, c'est vraiment quelles sont les actions que vous avez mises en place, mettez-vous des objectifs et comment faire et quelles sont les ressources à mettre dans cette démarche pour réussir à tenir ces objectifs-là. Totalement. Et avant de continuer, d'ailleurs, là, on va vous faire un peu participer pour prendre plus d'éléments de contexte. Là, Léandre, il va appuyer sur des aspects réglementaires, sur les subventions pour les entreprises, donc des choses qui, si on connaît votre profil et enfin un peu la taille de votre entreprise, votre secteur d'activité, on pourra axer sur des éléments qui vous intéressent, vous, même si on a déjà pas mal de choses à dire. Mais l'idée là, c'est de rendre ça un peu interactif et de personnaliser ce qu'on va vous demander, ce qu'on va vous présenter juste après. Donc, n'hésitez pas à nous dire voilà, combien de collaborateurs vous avez dans votre entreprise, votre secteur d'activité, même si vous pensez ne pas être concerné par une démarche de performance énergétique, ce qui me paraît assez rare. N'hésitez pas à nous dire voilà, plutôt vos éléments, vos caractéristiques. Et j'anticipe aussi quelque chose sur des entreprises qui seraient en location, donc qui se diraient que vous n'avez pas forcément de levier d'action sur la performance énergétique. En fait, vous en avez beaucoup, mais c'est souvent quelque chose qui est mis au second plan, puisque vous pensez dépendre de votre propriétaire, évidemment, mais il y a quand même plein de choses en place possible de mettre en place que je croise chez pas mal de clients. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre la parole en commentaire et nous dire, de vous donner un peu quelques caractéristiques pour qu'on puisse appuyer sur des choses un peu plus personnalisées. Et vous le verrez sur les slides suivantes, c'est que même en étant locataire, vous êtes soumis à certaines réglementations énergétiques. Donc voilà, il faut pas se cacher les yeux. Des fois, on peut aussi être soumis même sans être propriétaire. Totalement. Et toi, c'est quelque chose que tu rencontres souvent, Léandre, ce type de réponse sur la location, etc. Oui, totalement. Je ne veux pas spoil la slide d'après, mais vous verrez une des réglementations où en fait, il suffit d'avoir une grande surface et ne pas être propriétaire et on peut être soumis assez facilement. C'est pour ça que nous, on accompagne beaucoup nos clients sur une première phase de diagnostic un petit peu réglementaire pour faire une analyse sur réglementairement, est-ce que vous êtes soumis à tel ou tel décret, etc. Ça marche. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément en tête, mais nous, on a l'habitude de traiter ces sujets-là, donc en un coup d'œil sur la situation de l'entreprise, et on arrive à savoir si une personne est assujettie à une réglementation en vigueur. Ça marche. On va enchaîner. Merci Christophe pour votre réponse. Hop. Ouais. Sur l'aspect réglementation.
On va commencer. Bon, on va essayer de passer assez vite pour aller sur du cas concret juste après. Mais la première réglementation, c'est le décret tertiaire. Donc en fait, le décret tertiaire a été mis en place suite à une stratégie en lien avec l'énergie, dont l'objectif de la France est de diminuer de X% en 2030, X% en 2040, X% en 2050. Et pour ça, elle demande à toutes les entreprises avec de la surface tertiaire supérieure à 1000 mètres carrés de déclarer leur consommation d'énergie, de se fixer des objectifs de réduction et donc d'atteindre aussi ces réductions-là. Là, on peut se dire que 1000 mètres carrés, bon, ça peut être grand pour certains, ça peut être petit pour d'autres. Mais en fait, par exemple, si on est dans un site avec plusieurs lots, euh, mais et qu'on est en location, si le total sous un même propriétaire, par exemple, est supérieur à 1000 mètres carrés, on va aussi être assujetti. Même si vous avez seulement 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés dans ce lot supérieur à 1000 mètres carrés, vous allez devoir apporter cette déclaration et donc faire une déclaration à l'échelle du site. Donc là, après, c'est toujours la question, à voir si c'est à vous de le faire, si votre propriétaire s'en charge. Ça, c'est une question qui peut se poser aussi de votre côté. Donc, on a cette partie-là sur le décret tertiaire. On a ensuite le décret BAX. Le décret BAX, ça va être sur les puissances de vos équipements liés au chauffage, à la climatisation, à la ventilation. Donc, si vous avez par exemple plus de 290 kW de puissance sur ces systèmes, en 2025, vous êtes assujetti à mettre en place un système qu'on appelle une GTB. Donc, on va dire c'est une centralisation de la gestion de vos équipements liés au bâtiment. Et cette GTB, elle doit être de classe A ou B. Donc ça, c'est quelque chose de réglementaire qui est défini par l'AFNOR en partie. Donc 290, ça peut paraître élevé, mais sauf qu'en 2007, cette loi, cette réglementation, elle descend à 70 kWh de puissance. Ce qui fait que là, il y a beaucoup plus de monde qui vont être assujettis. Et en 2027, toutes les personnes ayant sur un même bâtiment plus de 70 kWh de puissance, de chauffage par exemple, vous devrez aussi mettre en place une GTB de classe A ou B. Donc, pour savoir si vous êtes assujetti, soit vous y connaissez un petit peu en puissance, etc., et vous regardez toutes les documentations techniques de vos équipements, ou soit vous pouvez demander à quelqu'un qui s'y connaît, vous pouvez demander à Théo, vous pouvez demander à qui vous voulez qui connaît ces sujets. Et ensuite, on a un dernier point, c'est sur l'audit énergétique réglementaire. Donc là, on a plusieurs catégories pour savoir si on est éligible. On a soit toutes les entreprises de plus de 250 salariés. On peut aussi avoir les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions et un bilan supérieur à 43 millions. Et le point qui est arrivé récemment, c'est que toutes les personnes ayant une consommation supérieure à 2,7 gigawattheures par an sont aussi éligibles. Donc ça change beaucoup la donne et ça a été mis en place récemment. Et je crois que la date où les personnes doivent faire leur audit énergétique, c'est courant 2026. Donc, ce qui veut dire, même si vous avez 10 employés et que vous faites 1 million de chiffre d'affaires, si vous avez quand même ces 2,7 gigawattheures par an, on va avoir une éligibilité et donc il va falloir réaliser un audit énergétique réglementaire. Un moyen de pas être soumis à cet audit énergétique réglementaire, c'est d'être certifié ISO 50001. Donc là, c'est vraiment, si on est certifié ISO 50001, on n'a pas l'obligation de faire cet audit énergétique, sinon on doit le faire tous les 4 ans. Est-ce qu'on répond à la question de Damien maintenant ou on le fera plus tard? On peut lui répondre, Léandre, avec plaisir.
OK. Donc, ce que dit Damien et ce qui est vrai, c'est que de plus en plus d'entreprises, en partie, dans des secteurs, de peut-être assez gros, vont demander en fait à leurs fournisseurs d'être certifiés. Donc là, Damien nous cite 14 001, 50 001, mais c'est quelque chose qui va être demandé de plus en plus. On peut faire le parallèle avec la RSE où les entreprises assujetties à la CSRD vont demander des comptes, du reporting à leurs fournisseurs, à leurs sous-traitants, à d'autres prestataires de leur chaîne de valeur. Donc, c'est quelque chose voilà, qui est à prendre en compte et que même si on n'est pas assujetti forcément à ces réglementations-là, c'est intéressant quand même de pouvoir mettre en place certains points. Déjà, si vous arrivez à suivre vos consommations, enfin, vous répondez déjà aux obligations du décret tertiaire. Enfin, voilà. Il y a plein de parallèles à faire avec ce que vous faites déjà au sein de votre entreprise. Mmh. Et pour rebondir parce qu'on en a déjà discuté avec Damien là-dessus, donc là, évidemment, pour Damien qui bosse dans une entreprise d'une assez grosse taille, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des entreprises, donc comme il dit, qui accompagnent leurs fournisseurs pour avancer sur ces sujets. Donc l'idée, c'est que c'est pas seulement on vous impose de nouveaux critères RSE, performance énergétique, management environnemental ou management énergétique, c'est vraiment on vous aide aussi à vous donner des ressources, des guides pour que vous vous améliorez sur le sujet. Mais ça redescend de plus en plus sur les plus petites entreprises qui, à terme, ne pourront plus tellement bosser avec des grands prescripteurs, puisqu'elles auront moins de certifications en place ou une démarche RSE qui n'est pas assez structurée. Donc, c'est aussi un élément important à anticiper, même pour des TPE-PME qui se sentiraient non concernées par ce sujet réglementaire. Au final, elles sont concernées indirectement par les exigences de leurs propres clients sur les sujets énergétiques ou RSE de manière globale. Donc voilà, c'était juste pour Très bien. appuyer sur ce point-là. Merci en tout cas, Damien, pour ton commentaire. Ouais, merci Damien. Et du coup, sur ces réglementations, tu pourras passer à la slide d'après, Pablo. Ouais. C'est juste qu'il y a plein ensuite de réglementations spécifiques. Bien sûr, là, on essaie de donner les réglementations les plus générales possibles. Et après, il faut avoir vraiment un système de veille réglementaire au sein de votre entreprise pour suivre tout ça. Donc pareil, ça va dépendre de la taille de votre entreprise. Des petites entreprises pourront utiliser certaines plateformes. Par exemple, avec le diagnostic sur la plateforme Intersection, on a les éligibilités. Vous pouvez aussi utiliser la plateforme Portail RSE qui a été développée pour le gouvernement, qui vous permet, en rentrant quelques données, par exemple votre sirène, d'avoir quelques réglementations auxquelles vous êtes éligible. Voilà, il y a plein de façons de regarder tout ça. Sur les aides et les subventions. Là, ça va être une aide qui est pas mal connue. Je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs tous, mais c'est le diagnostic Ecoflux qui est proposé par BPI France. En fait, BPI France a réuni un certain nombre d'experts dans différents domaines. Donc Théo est expert à la fois sur le diag Ecoflux, qui va être en lien avec l'énergie, la matière, l'eau et les déchets. Et on va aussi être expert sur la partie décarbonation, qui est un diagnostic en lien avec les bilans carbone. Donc ici, l'objectif de ce diagnostic, c'est d'identifier des économies durables, comme je l'ai dit, sur différents flux. Qu'est-ce qu'on appelle durable? En fait, c'est des actions qui vont être mises en place avec un retour sur investissement souvent très court. C'est l'objectif de ce diagnostic, c'est vraiment de donner des actions qui sont faciles à mettre en place, qui sont actionnables, qui sont concrètes et qui vous permettent de faire des économies derrière sur le long terme. Ce qui est intéressant sur ce diagnostic, c'est qu'il est subventionné à 50% par l'ADEME et par la BPI. Donc, par exemple, sur une entreprise de moins de 50 salariés, ça va vous coûter 2 000 € de reste à charge. Et sur une entreprise de moins de 250, ça va être 3 000 € de reste à charge. Donc, toutes les personnes au-dessus ne sont pas éligibles à ce diagnostic. Donc, ça se déroule sous la forme d'un audit. Sur une journée, on va venir prendre en compte toutes vos habitudes, tout le fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, on va venir analyser toutes les données qu'on a pu collecter. On vous met en place, on vous propose un plan d'action qu'on valide ensemble. Et ensuite, il y a un suivi sur un an pour voir est-ce que vous avez réussi à mettre en place ces actions de manière générale. Et je vous invite aussi à vous renseigner sur la plateforme de BPI France, sur leur site internet.
parce qu'il liste plein d'aides qu'on peut avoir pour financer sa transition, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit liée à l'impact carbone, etc. Donc c'est le petit carré que vous avez en violet. On va passer dessus, mais voilà, c'est hyper intéressant. Il y a plein de moyens de financement qu'on peut trouver là-bas. Mais c'est vrai que même moi, je pensais pas qu'il y avait autant de prêts là. Si je compte, il y a à peu près 8 modules de prêts, primes, des aides, subventions, études conseils. Même moi qui fais de l'accompagnement, j'en avais pas connaissance de tout ça, donc c'est même utile pour moi là, à ce niveau du live. Hop, on va enchaîner sur une autre aide, enfin 2 autres Ouais. aides d'ailleurs. Et les deux autres aides, la première, ça s'appelle ProRefei. Donc l'objectif, c'est de former vos salariés à l'efficacité énergétique en industrie. Pourquoi en industrie? Parce que c'est subventionné que pour les entreprises qui répondent à un certain code NAF. Dans ce cas-là, la France aide beaucoup plus les industriels que d'autres domaines. Donc là, ça vous donne jusqu'à 70% de prise en charge du coût pédagogique. Et ce parcours est sous trois étapes. Il y a premièrement un MOOC à faire sur Internet. Ensuite, il y a un stage de 2 jours. Et il y a un accompagnement individuel. Donc nous, c'est sur cette partie-là qu'on se base. Donc on accompagne sur des thématiques précises en lien avec l'entreprise. Donc on va sur place auprès des différentes personnes de ces sujets-là. Et en fait, on va les accompagner, par exemple, si elles veulent créer du comptage lié à l'énergie dans leur entreprise, bah, on va les accompagner à faire tous ces calculs-là. On peut être sur des stratégies différentes. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. C'est personnalisé. Et le deuxième point, c'est si vous êtes industriel et que vous voulez devenir ISO 50001, être certifié ISO 50001, alors il y a une aide qui s'appelle ProSMEN et qui va vous aider à hauteur de 40 000 euros si si c'est inférieur, on va dire, à 20% des dépenses énergétiques annuelles de votre site. Et là, on peut vous aider, par exemple, sur 3 ans à mettre en place cette norme ISO 50001. Voilà, il y a un accompagnement de certification, de suivi qui peut être fait. Et pareil, c'est seulement certains codes NAF qui vont être éligibles à cette prime. Après, n'hésitez pas, là, le temps passe, donc on va passer au cas concret, mais vous pouvez nous contacter, Pablo ou moi, si vous voulez plus de détails sur ces différents sujets. On est disponible dans tous les cas, après le live ou plus tard dans la journée, dans la semaine. Voilà. Totalement, et je donnerai ton mail à la fin, Léandre, s'ils veulent te contacter toi directement. Je pense que c'est plus pertinent, surtout sur les sujets de performance énergétique, Pas de où, souci. où vous êtes vraiment spécialiste, quoi. On enchaîne sur les solutions Théo, du coup. Ouais. Les solutions Théo, en fait, ça va regrouper les différents sujets qu'on a parlé juste avant. Pour des plutôt TPE, PME, ça peut être réduire et optimiser vos consommations énergétiques. Donc, si vous voulez gérer ça en interne, on peut vous donner accès à notre outil AMCO qui permet de suivre votre consommation et plein d'autres choses. On peut aussi aller directement sur un diagnostic écoflux qui va être subventionné et donc qui va vous permettre aussi de mettre en avant cette collaboration avec BPI France. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal mis en avant par certains de nos clients sur leur site internet. On peut aller sur de l'audit énergétique, de l'optimisation de factures. Ça, c'est super intéressant. Je vous le montrerai dans un cas concret. C'est qu'en fait, on ne va pas venir optimiser votre prix du kilowattheure, mais on va venir optimiser d'autres choses dans votre facture, dans votre contrat, qui vont vous permettre, sans investissement initial, parce que nous, c'est une prestation qu'on fait et on se rémunère sur les économies générées, qui va vous permettre de gagner de l'argent sur vos contrats et en fait de l'avoir dans le temps. Parce que si votre contrat, vous le gardez sur une période de quelques années, ça peut vous faire des économies assez conséquentes à la fin. Donc je vais passer, voilà. Il y a la partie réduire, optimiser vos consommations. Il y a aussi la formation qui est liée à ProRefei, que je vous ai parlé juste avant. Ça peut être du coaching individuel aussi pour des référents énergie. Et ça peut être, l'expérience Exalto, qui est une des formations sensibilisation qu'on a sur la RSE.
Il y a anticiper et sécuriser, donc tout ce qui est mise en conformité réglementaire. Donc c'est toutes les notions dont je vous ai parlé avant, et la CSRD, qu'on peut aussi accompagner avec l'outil intersection. Et ensuite, on a tout ce qui est certification, labellisation. Donc là, nous, on accompagne sur l'ISO 50001, 14001, 46001, qui est le système de management de l'eau. Donc c'est quelque chose qui est assez peu fait pour l'instant, mais ça commence à se développer. L'AFNOR développe aussi beaucoup cette thématique. Et on peut aussi vous accompagner sur les différents labels RSE. Donc là, on passe au concret, au vrai du vrai. Donc les cas concrets, les mises en place d'actions. La première, c'est pour vous donner des chiffres, on va dire, sur la mise en place d'une norme ISO 50001. Après, on sera sur des actions qui sont peut-être un peu plus destinées aux TPE, PME. Donc ici, on a une centrale d'achat, Leclerc, qui voulait être certifiée ISO 50001 pour ne pas avoir les audits énergétiques réglementaires à faire. Ils avaient un manque de ressources en interne, ils avaient peu de temps à consacrer à ce sujet-là. Donc nous, on les a accompagnés sur la mise en place ISO 50001. On a fait un audit énergétique et on a installé du sous-comptage avec eux, suivi par notre logiciel. Donc ça, c'était sur les années 1 et 2, et sur les années 3 et plus, on a continué ce suivi. Et là, on est toujours chez eux depuis maintenant, je crois, quasiment peut-être 2015. Donc, ça fait vraiment pas mal d'années qu'on les accompagne. Et ça, c'est des chiffres assez, moi, que je trouve assez délirants. C'est qu'on a pu améliorer leur performance énergétique de 22%, soit 14 gigawattheures. Donc là, ça ne parle pas trop, mais j'ai fait le calcul. Si on part du principe que un mégawattheure, ça coûte d'électricité, ça coûte 200 euros. Là, sur les 14 gigawattheures, on est à plus de 2,8 millions d'euros économisés entre 2015 et 2024. Donc en 9 ans, ça fait plus de 300 000 euros par an d'économie. Alors certes, c'est une entreprise qui est quand même assez énergivore parce qu'ils ont beaucoup de frigos, beaucoup de lieux de stockage, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Sur le château viticole, donc c'est le cas 2, là on est sur de l'optimisation de contrats d'électricité. Donc c'est un château près de Bordeaux qui avait 1 gigawattheure d'électricité consommée par an. Donc là, 1 gigawattheure, du coup, si on refait les calculs, ça fait 200 000 euros de facture. Ce qui est quand même pas mal, mais on verra que même sans des grosses factures, on peut quand même faire des économies. Ils avaient des factures d'énergie élevées et ils n'avaient pas encore mis en place d'optimisation sur l'énergie. Donc nous, là, si vous regardez le graphique, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que dans un contrat d'énergie, on a trois parties. On va avoir le coût de la fourniture, donc ça va être les kilowattheures, on va dire, que vous achetez, et l'abonnement, on va avoir les taxes, et on va avoir le coût d'acheminement de l'électricité. Donc ça, c'est en fait payer Enedis, c'est la distribution de l'électricité. C'est ce qu'on appelle le TURP. Et en fait, nous, notre consommation, elle est seulement dans ces 34 premiers pourcents, donc liés au coût de la fourniture. Et pour optimiser, nous, on va venir ajuster tout ce qui est coût d'acheminement. En fait, si on vient optimiser la puissance électrique que vous souscrivez et la mettre au plus juste par rapport à votre consommation, on va réussir à diminuer du coup le coût du TURP. Et en fait, les taxes, vu qu'elles sont dépendantes de tout le reste, elles vont forcément diminuer aussi mathématiquement. Ce qui fait qu'on peut atteindre des économies assez intéressantes, où là, en fait, sur 2 ans, on a pu faire économiser à ce château 10 000 euros d'électricité. Juste, ils n'ont rien eu à faire, ils n'ont rien eu à dépenser. On a juste analysé leur consommation et optimisé tout ça. Et le dernier point, donc là, c'est des exemples pas forcément sur une entreprise en particulier, mais c'est sur différents cas de diagnostic écoflux. Par exemple, je vous en parlais en début de live, on a identifié avec notre logiciel que leur chauffage, il tournait en continu les week-ends
et que les températures, elles n'étaient pas réduites le soir ou pareil, les week-ends. Et en fait, ce que préconise l'ADEME et ce que nous, on peut préconiser, qui est forcément adapté aussi à la structure du bâtiment, à l'entreprise, etc., c'est que le soir, en semaine, on peut diminuer entre 2 et 4 degrés la température voulue. Par exemple, si vous chauffez à 20 degrés, on va pouvoir descendre à 18, dans certains cas à 16 degrés, qui va être votre température de consigne de votre chauffage. Et le week-end, on peut descendre à moins 7 degrés. Par exemple, si vous chauffez à 20 degrés, vous pouvez mettre votre température de consigne à 13 degrés. Bien sûr, il faudra anticiper la remise en chauffe du bâtiment. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, à 7 heures du matin, le lundi, on relance le chauffage. Voilà, ça s'anticipe, mais bref, c'est des choses qui se font. Et rien qu'en analysant tout ça, on a pu, pour un de nos clients, avec un investissement zéro, parce que c'était juste un mauvais réglage de fait sur leur système, économiser 13 000 euros d'électricité par an, juste sur ce chauffage-là. Donc le retour sur investissement, il est immédiat sur la période de chauffe. Donc ça, c'est un C'est vrai que point. ça fait beaucoup de résultats. Léon, ce que je te propose là, il est déjà 13h02. C'est bon, là, tu as donné beaucoup d'exemples super actionnables. Mais c'est voilà, d'essayer d'un peu conclure Yes. sur ce live. Désolé de te couper, c'est hyper intéressant, mais Non, pas de souci. parce qu'on voilà, faut enchaîner. On s'était dit de toute façon, voilà, tu donnes beaucoup de contenu en plus, Ouais, donc n'hésitez pas tout le monde. Hein, ce live sera de tous les cas enregistré. Le replay sera présent dans l'événement LinkedIn. Si jamais vous voulez vous poser slide par slide et voir le contenu qui est présenté par Léandre ou le contenu qu'il n'aurait pas eu le temps de présenter. Mais voilà, excuse-moi de te couper, je fais le non, pas timer de souci. exprès. Et donc, T'as bien on va raison. synthétiser rapidement sur ce live d'1 heure. Merci déjà à tout le monde. Je vois des personnes qui commencent à partir, d'être restés jusqu'à la fin. Donc, la première chose, déjà, faire inscrire l'énergie dans vos enjeux RSE, c'est actionnable et c'est une bonne porte d'entrée. Faire converger vos stratégies et vos objectifs. Mutualiser les tableaux de bord, comme je vous ai montré tout à l'heure très concrètement. On essaie de mobiliser les parties prenantes autour du sujet. Hein. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se fait en mode tour d'ivoire pour toute l'entreprise. Il faut vraiment impliquer les collaborateurs et aussi essayer d'agir sur leur comportement de consommation et intégrer l'énergie dans votre veille réglementaire. On voit ensuite que passer à l'action, ça vous fait vraiment, ça peut vraiment avoir des bénéfices économiques très concrets. Et merci Léandre pour les exemples super précis que tu nous as donnés sur les économies d'énergie, les économies d'argent qui sont reliées, les gigawattheures, les optimisations de contrats d'énergie. C'est super intéressant. Et n'hésitez pas donc à avancer sur le sujet, à le contacter pour avoir d'autres infos. Et là, comme le bandeau l'indique depuis tout à l'heure, Léon va vous présenter une petite surprise pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Ouais. Donc, comme promis, je te laisse aussi enchaîner là-dessus. Du coup, Théo vous offre 15 jours d'essai sur l'outil Amco. Donc, en quoi ça consiste? En fait, on va pouvoir mettre en place votre plateforme sur notre outil logiciel, votre entreprise, votre contexte, etc. Et en fait, il y a un module qui vous permet d'analyser votre talon de consommation. Donc, le talon de consommation, en fait, c'est l'énergie qui est incompressible dans votre entreprise et que vous n'arrivez pas à réduire sans mettre en place des actions. Donc, on a un outil, un utilitaire qui vous permet de calculer ça. Donc, en ayant accès à cet outil, ça vous permet de savoir déjà combien vous pourriez économiser au maximum juste en travaillant sur les choses qui restent allumées, par exemple, la nuit. Et du coup, une fois qu'on a eu cette analyse de fait, il y aura un échange de fait avec un consultant. Ça peut être moi, ça pourrait être un de mes collègues, on verra, mais pour en fait analyser ces résultats et vous orienter sur les actions qui peuvent être mises en place de votre côté pour améliorer votre stratégie, optimiser votre consommation énergétique. Donc, je vous invite à mettre en commentaire ou à nous envoyer un message LinkedIn si ça vous intéresse. Voilà, il y a rien derrière, c'est pas 15 jours d'essai gratuit et ensuite on envoie une facturation, c'est vraiment quelque chose pour vous, pour faire plaisir aussi à la communauté Intersection. Donc, n'hésitez pas et on se fera un plaisir de vous accompagner sur ces différents sujets liés à l'énergie. Merci pour votre attention. En tout cas, on a dépassé de 5 minutes. C'est généralement le cas quand on fait des lives comme ça. C'est aussi le cas quand on réagit à des commentaires, donc ça nous prend un peu de temps. Mais l'idée, c'est que aussi on puisse vous faire participer à ce live. Merci encore.
vous avez l'email de Léandre encore, j'ai fait l'erreur. Juste en bas de cette slide-là, n'hésitez pas à le contacter pour toute question ou si vous voulez tester l'outil Amco pendant 15 jours. Donc, je trouve que c'est un super cadeau parce qu'il est top, leur plateforme est top. Donc, voilà, merci encore à vous et on vous dit à bientôt au mois prochain pour un futur live intersection. Au revoir à tous. Merci. Merci Pablo aussi. Merci Léon.